السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل قراءة الكتاب اللي هو معنون ب في ديكول للسوسيولوجي الفرنسي فرانسوا دوبي. كما أشرت سابقا فرانسوا دوبي يعني باحث في مجال سوسيولوجيا التربية. Chapitre 10. La tragédie de la justice scolaire. Ce n'est pas trop caricaturer les choses que de dire que les conceptions de la justice scolaire suivent d'assez près les transformations historiques et sociales des systèmes scolaires et des cadres nationaux dans lesquels ils se développent. De ce point de vue, dans le cas français, mais aussi dans bien d'autres probablement, les enjeux théoriques de la justice scolaire sont enchâssés dans les problèmes de l'école elle-même. C'est pour cette raison que l'on peut établir des ponts entre les théories de la justice et la sociologie. D'un côté, les analyses sociologiques sont plus ou moins explicitement commandées par des théories de la justice. De l'autre, ces théories n'ont de sens social que si elles sont confrontées aux données des sociologues. L'emboîtement des théories de la justice et des problèmes scolaires est d'autant plus complexe que les principes de justice auxquels on peut se référer dans un espace démocratique sont largement contradictoires entre eux. Ce qui confère au problème de la justice scolaire une dimension tragique. Tragique, cela signifie que les principes de justice appliqués à l'école s'opposent entre eux et que, sauf à être injustes, à leur tour, les analyses sociologiques doivent multiplier les perspectives normatives et les outils de mesure qui leur sont associés. De l'égalité de l'offre à l'égalité des chances. En France, les fondateurs de l'école républicaine, laïque, gratuite et obligatoire, ont conçu l'égalité scolaire en termes d'égalité d'accès. Il s'agissait d'ouvrir l'école à tous, de mailler le territoire d'établissements identiques afin d'offrir la même éducation de base à tous les citoyens. Les inégalités de résultats, de carrière et de performance étaient abandonnées aux inégalités sociales, à celles des talents et des dons. Le devoir de la République étant d'offrir une culture élémentaire commune et de ne pas priver la nation des talents jusque-là inexploités. Bien que cette conception de la justice scolaire puisse nous sembler aujourd'hui étroite et quelque peu naïve, il ne faut pas en sous-estimer la portée historique et l'ambition. Si l'on considère qu'elle avait pour objectif de construire une nation de citoyens égaux en droit et de rompre ainsi avec un monde aristocratique dans lequel l'éducation était totalement liée à un système de caste, cette conception de l'égalité politique et citoyenne a engendré une certaine égalité réelle et elle a arraché bien des enfants à leur destin de classe. Enfin, ne perdons pas de vue que ce modèle est encore la figure dominante de l'égalité dans de nombreux pays pauvres qui s'efforcent de réduire l'analphabétisme et de faire que tous les enfants puissent aller à l'école. Toutefois, en moins d'un siècle, notre conception de la justice scolaire s'est profondément transformée, souvent sans que ce changement ait été assumé d'un point de vue théorique. Le critère de justice mobilisé implicitement par les démonstrations de Bourdieu en France et de Coleman aux États-Unis n'est plus celui du nombre d'élèves scolarisés, mais le pourcentage d'enfants, d'ouvriers ou de noirs accédant à l'université. Qu'est-ce qui a changé? L'égalité de l'offre ayant été formellement au moins réalisée, le critère de la justice s'est déplacé vers l'égalité des résultats, ou pour le dire autrement, vers l'égalité des chances. Plus on tend vers la construction d'une compétition scolaire équitable par la gratuité des études et par des systèmes d'aide et des bourses, plus on attend que l'école sanctionne le pur talent et le pur mérite. Et si l'on fait
l'hypothèse que les dons et les talents sont distribués de manière aléatoire dans les divers groupes sociaux, l'école juste serait celle d'une mobilité méritocratique pure, une école où le taux d'ouvriers accédant à l'élite serait identique à celui des ouvriers dans la population active. Au fond, le modèle de l'égalité des chances méritocratique est celui d'une compétition juste, neutralisant les effets des inégalités sociales sur les inégalités scolaires. Implicite ou pas, ce modèle est si fort qu'il a commandé est l'essentiel de la production sociologique des 40 dernières années. Comment, comment expliquer que face à une offre scolaire relativement égale à large, les résultats des élèves soient aussi étroitement indexés sur leurs origines sociales et culturelles? Que l'on choisisse d'expliquer le phénomène en termes de capital et de handicap culturel, comme Bernstein et Bourdieu, ou en termes de capacité stratégique des acteurs comme Baker et Boudon, ou enfin que l'on combine les deux réponses comme Jenks ne change guère à l'affaire puisqu'il va de soi que l'école juste doit récompenser le mérite, fût-il une fiction, indépendamment des conditions sociales des individus. Dans ce contexte, l'échec scolaire apparaît comme un scandale quand on doit expliquer l'ampleur de celui des élèves socialement défavorisés, en dépit de l'hypothèse selon laquelle tous les enfants sont fondamentalement égaux. Il faut alors arbitrer entre les explications strictement sociales et culturelles, propres à la société, celles tenant à la nature de l'école, qui favoriseraient les privilégiés, et enfin celles plus cognitives, centrées sur la nature des apprentissages précoces. On peut considérer qu'il s'agit du programme de la sociologie et de l'éducation qui, de façon largement majoritaire, considère que l'école juste est celle de l'égalité des chances. Critique de la justice méritocratique. L'idéal de l'égalité des chances est sous-tendu par une norme de justice méritocratique, pouvant s'énoncer ainsi. D'une part, d'une part, les sociétés démocratiques reposent sur le postulat de l'égalité fondamentale des individus inscrite dans les droits de l'homme et les droits politiques. Ce postulat est aussi celui d'une égale liberté, d'une égale capacité d'agir et de choisir ce qui est bien pour soi. À la manière de Locke, nous sommes égaux parce que nous sommes également libres. Mais d'autre part, les sociétés démocratiques sont aussi des sociétés structurées par une hiérarchie des positions sociales. Les plus prestigieuses et les plus avantageuses étant relativement rares, puisque l'accès à ces positions ne saurait être transmis par héritage. Il semble juste qu'à chaque génération, des individus égaux concourent équitablement pour occuper des positions sociales inégales. Dès lors, l'école est chargée de redistribuer les cartes et d'organiser cette compétition permettant à chacun de mettre en œuvre sa liberté et son égalité, d'acquérir une position sociale en fonction de son mérite scolaire. Aux aristocraties de l'héritage doivent se substituer des hiérarchies fondées sur le mérite des individus, c'est-à-dire sur l'usage qu'ils font de leur égalité fondamentale et de leur liberté. C'est parce qu'elle est la seule manière d'articuler l'égalité des individus et la hiérarchie des positions que la justice méritocratique reste le principe fondamental, central, si l'on veut, de la justice scolaire. L'école purement méritocratique doit être en mesure de séparer la sphère des inégalités sociales et culturelles de la sphère des inégalités scolaires, afin que ces dernières soient parfaitement justes parce que fondées sur le seul mérite des individus. Dans cette perspective, l'analyse des taux d'accès des élèves aux diverses positions scolaires en fonction de leurs conditions sociales d'origine est, est et restera le critère essentiel d'évaluation de la justice d'un système donné. En dépit de sa force, ce principe de justice, en dépit de sa force, ce principe de justice identifié en France à l'égalité républicaine ne peut rester le seul, écrasant ainsi toutes les autres conceptions de la justice scolaire.
Les philosophies de la justice d'un côté et surtout la résistance des faits de l'autre doivent nous conduire non pas à abandonner cette norme de justice, mais à accepter que le problème de l'école juste soit un peu plus compliqué et peut-être un peu plus tragique qu'on ne le pense souvent. Bien que cela puisse paraître une observation triviale, il n'est pas totalement anecdotique de rappeler qu'aucune société ne peut se targuer d'atteindre à l'égalité des chances, y compris les pays communistes qui avaient choisi l'égalité radicale. Aussi faut-il se tourner vers des normes de justice qui ne se bornent pas à mesurer la distance entre un idéal aussi pur et des faits aussi rudes. Si l'on en reste à l'égalité méritocratique, on est condamné à définir les systèmes scolaires en fonction de leur degré d'injustice, sachant que dans une société inégalitaire, il semble illusoire de neutraliser totalement l'effet des inégalités sociales. En outre, les sociétés qui tendent vers cet idéal méritocratique sont celles qui ont les structures sociales les moins inégalitaires et le plus sages en ce domaine et peut-être euh, moins l'action sur l'école que l'action sur le système social lui-même. Enfin, l'ouverture de l'école à tous, la massification entraîne mécaniquement une inflation relative des diplômes par rapport aux positions sociales valorisées, ce qui fait que la démocratisation absolue, l'accès de tous au diplôme, n'empêche pas que seuls les vainqueurs ultimes de la sélection finissent par tirer les bénéfices sociaux de leur mérite scolaire. La France, où près de 70% d'une classe d'âge atteint le baccalauréat, est un cas assez typique d'association entre démocratisation scolaire et déclassement relatif des diplômés, puisqu'un étudiant sur deux sera employé ou ouvrier. Goldthorpe suggère même que la démocratisation est sans effet sur la mobilité sociale, car les classes supérieures récupèrent leur position en réintroduisant le capital social, les relations comme mode d'accès à l'emploi. Nous assisterions alors à un retour des mécanismes aristocratiques de reproduction sociale. On doit aussi rappeler que l'éducation est un bien public, supposé produire une utilité collective, en même temps qu'un bien privé utile aux individus. L'éducation a un coût collectif et privé. Elle apporte des bénéfices au collectif et aux individus. Dès lors, l'arbitrage entre ces deux dimensions soulève des problèmes de justice que le modèle de l'égalité des chances ne parvient pas à épuiser. Si l'on accepte le principe méritocratique, est-il est-il juste pour autant que ces élus bénéficient des formations les plus longues et les plus coûteuses alors qu'elles sont payées pour l'essentiel par la collectivité? Cela est sans doute vrai si l'on considère que les plus méritants mettront leur talent au service de la collectivité et rembourseront ainsi le prêt de leurs études. Mais si les diplômes apportent surtout les utilités privées, est-il juste que le mérite payé par tous ne produise que des utilités privées? Ajoutons aussi que si l'on observe que les plus méritants sont généralement les plus favorisés socialement, la, la rétribution de leur mérite peut s'apparenter à une distribution sociale inversée dans laquelle les pauvres payent les études des riches parce que les riches sont méritants. Rien, rien ne nous oblige donc à croire que l'égalité méritocratique est le seul bien de justice et qu'il doit recouvrir tous les autres. Ce n'est pas, ce n'est pas être ultralibéral que de dire que nous refuserions probablement une école de type spartiate qui, sous prétexte d'égalité des chances, arracherait les enfants à leur famille dès la naissance, puisque la famille est source d'inégalité, pour les confier à la stricte sélection scolaire, annulant ainsi les capacités de choix des individus, dans la mesure où la construction d'un mérite pur exigerait que la sphère des inégalités sociales soit totalement séparée de la sphère scolaire, il y a de grandes chances que le principe de liberté se heurte à celui de l'égalité.
Doit-on obliger les enfants à aller, doit-on obliger les enfants à aller dans des établissements scolaires et des filières déterminées? Les débats sur les débats sur le busing aux États-Unis, comme les conflits sur la définition des zones scolaires en France, montrent que généralement les individus ne sont pas disposés à sacrifier totalement leur liberté à leur égalité. Enfin, si l'on se place du point de vue de la théorie des sphères de justice proposée par Walzer, on n'est pas on n'est pas tenu de penser que les inégalités justes produites par l'égalité des chances auraient fatalement des conséquences justes sur les autres sphères d'activité. Serait-il juste que les vainqueurs d'une sélection scolaire, même parfaitement juste, se réservent la totalité de la puissance, de la fortune et du prestige? L'expérience historique ne nous permet pas de conclure que les élites issues d'une pure compétition méritocratique sont nécessairement portées vers un esprit social, démocratique et indulgent. On peut même penser que l'orgueil qu'elles tirent de la difficulté de la sélection dont elles sont sorties en fait parfois des élites particulièrement dures puisqu'elles sont, puisqu'elles sont assurées de la justesse de leur sort. En revanche, les vaincus des épreuves méritocratiques sont d'autant plus privés de consolation et exposés à une perte d'estime d'eux-mêmes que leur échec a démontré leur absence de mérite. Cette dimension de la logique méritocratique n'est probablement pas sans conséquence sur l'expérience des élèves et sur les débordements de violence antiscolaires auxquels nous assistons de plus en plus souvent. À ces quelques réflexions, il faudrait en ajouter d'autres pourtant sur la nature de mérite lui-même. Qu'est-ce que le véritable mérite? La compétition scolaire est-elle en mesure de le dégager? Paraphrasant Rawls, on peut se demander si l'on n'est plus responsable de son goût pour les mathématiques que son penchant pour la sieste. Comme Nozick, on peut penser que si le soldat courageux mérite une médaille, il n'est pas sûr qu'il mérite son courage. Tout enseignant se pose ce type de question. Faut-il noter des performances objectives des élèves ou bien leurs efforts? Comment naviguer dans cette double contrainte qui suppose que tous les élèves sont égaux et ont des mérites différents et que ces inégalités de mérite ne doivent pas affecter leur égalité fondamentale? Il reste que le mérite est une fiction nécessaire à tout système scolaire, tenu de hiérarchiser des performances. L'élève et le maître sont obligés d'y croire, même s'ils n'y croient pas vraiment. En revanche, nous ne sommes pas tenus de croire, même comme à une fiction, que le mérite scolaire est l'équivalent général de tout le mérite des individus, l'école ne mesurant que certaines compétences. Si l'on accepte de partager ces remarques et ces interrogations, force est de s'engager dans une réflexion sur les principes de justice alternative et d'accepter le tragique de cette démarche, puisque l'on a de grandes chances de découvrir que les principes mobilisés sont de nature opposée. Cela conduit vers une conception polyarchique de la justice, vers l'idée que la justice empirique combine des principes différents, l'école produisant plusieurs types de biens ne relevant pas nécessairement des mêmes principes. L'égalité de base. Même si l'égalité des chances et la méritocratie peuvent produire des inégalités justes, il reste qu'elles engendrent des inégalités pouvant porter atteinte à l'égalité fondamentale des individus, à leur égalité de base, aux égalités auxquelles ils ont droit indépendamment de leur mérite. En effet, chacun conviendra que les inégalités justes issues d'une sélection scolaire pure seraient parfaitement inacceptables et injustes si les vaincus de la compétition méritocratique étaient privés de toute ressource et de toute dignité, sous prétexte qu'ils ont moins de mérite que les vainqueurs. Après tout, nous acceptons spontanément ce raisonnement dès qu'il s'agit d'une compétition économique, où, sous prétexte que les méritants obtiendraient toutes les ressources dans un marché pur, nous trouverions inacceptable que les vaincus soient totalement dépossédés.
Il n'est guère de société démocratique qui accepte la déchéance, voire la mort, des plus faibles sous prétexte qu'ils méritent leur sort. Se pose alors la question du niveau des biens de base auxquels chacun a droit indépendamment de son mérite, ce qu'on appelle les droits sociaux et les protections élémentaires. Ce raisonnement de type raoulsien paraît aller de soi, et pourtant en France, il a du mal à s'imposer dans le champ scolaire où l'emprise de l'idéal méritocratique est extrêmement forte. On est souvent tenté de considérer chez les sociologues comme dans le débat public qu'un système qui atteindrait le taux de 27% d'ouvriers et de 50% des filles dans les grandes écoles parce que les ouvriers sont 27% de la population active et les filles 50% des individus serait une école parfaitement juste. Or, cette école ne serait juste que si tous ceux enfants d'ouvriers ou pas, filles ou garçons, qui n'entrent pas dans cette élite méritocratique juste disposés de biens et de ressources scolaires susceptibles d'assurer leur égalité de base. Mais le modèle méritocratique défini comme l'excellence pour tous reste écrasant dans l'imaginaire de justice de l'école. Dès lors que la compétition scolaire est juste, chaque élève a droit à prétendre à l'excellence, à l'élite, et les programmes et les styles pédagogiques doivent viser cet objectif, quitte à proposer des soutiens spécifiques à ceux qui n'y parviennent pas. La norme centrale est fixée par l'excellence et non pas par ce qui est dû à tous. De manière générale, le monde enseignant, très attaché aux acquis sociaux et au principe du salaire minimum, considère que l'idée de SMIC scolaire est un renoncement culturel et une défaite de l'égalité. Ainsi, la sélection par l'échec et par la relégation continue n'est pas véritablement mise en cause au nom de l'égalité méritocratique. Le principe de l'égalité de base ou principe de différence appelle à un autre critère statique de mesurer la justice. L'école la plus juste n'est pas seulement celle qui annule le plus nettement la reproduction des inégalités sociales et promeut le pur mérite, c'est aussi celle qui garantit le plus haut niveau scolaire au plus grand nombre d'élèves et surtout aux élèves les plus faibles. Ici, l'égalité des chances laisse la place à l'égalité des performances et à l'élévation du niveau des plus faibles. Cet argument un peu abstrait est en réalité associé à des problèmes pratiques fondamentaux dans tous les choix d'organisation scolaire. Par exemple, faut-il séparer les bons et les mauvais élèves en les mettant dans des classes différentes? Du point de vue méritocratique, il n'y a rien de scandaleux à séparer les élèves dès lors que les enfants socialement défavorisés sont suffisamment présents parmi les bons élèves et que la sélection est juste. Et cela reste la pratique habituelle de l'école française. Mais on peut aussi estimer que cette stratégie de séparation creuse les écarts, accroît les inégalités et affaiblit le niveau général de la population scolaire. Les faibles ne bénéficient pas de l'effet d'entraînement des meilleurs et devenant de plus en plus faibles. Pour ce qui est de l'école obligatoire commune, on peut également choisir de mêler les élèves afin d'augmenter le niveau moyen et de limiter le décrochage des plus faibles. Il faut donc arbitrer entre un principe de différence et d'égalité de base et un principe méritocratique accélérateur d'inégalité. Très rapidement, le débat de justice se transforme en problème social et en conflit entre ceux qui ont intérêt à la méritocratie et ceux qui ont intérêt aux égalités de base. Et le conflit est vif et cruel. Autre exemple, faut-il que les programmes de l'école commune et obligatoire, le collège, visent principalement la sélection des meilleurs ou faut-il qu'ils valorisent la formation d'une culture relativement homogène? Là aussi, les discussions ne sont pas apaisées. Du point de vue de la justice, toute la difficulté vient de ce que chaque principe compense les effets injustes de l'autre, et surtout de ce que ces deux principes, égalité des chances et égalité de base, sont à terme contradictoires. Pire, si l'on est soucieux de justice réelle, c'est-à-dire attentif aux faits et aux données
Dans un contexte social réel, on ne peut s'engager pleinement sur aucun des deux principes. Dans un cas, le pur mérite accroît les inégalités. Dans l'autre, l'obsession de l'égalité de base et de performance peut porter atteinte au principe du mérite qui reste central dans les sociétés démocratiques. En fait, parce qu'il y a quelque chose de tragique dans ce conflit de justice, tragique dans le sens où toutes les solutions sont plus ou moins mauvaises. Nous sommes conduits à combiner les deux principes. Sous réserve d'un examen approfondi, il semble que les pays qui s'en sortent le mieux choisissent l'égalité de base dans les premières étapes de la scolarité, celle de la scolarité obligatoire, et ouvrent l'espace méritocratique après que cette scolarité a été pleinement commune. D'après les résultats des enquêtes nationales, internationales PISA, ce serait le cas des pays scandinaves. Alors qu'un pays choisissant la sélection précoce, comme l'Allemagne, aboutit à la fois à un niveau de base faible, à une grande inégalité de résultats et à une forte reproduction des inégalités sociales. D'après ces enquêtes, la France serait dans une situation intermédiaire, laquelle se traduirait par de très fortes tensions au collège unique, dont l'ambiguïté vient de ce qu'il est chargé d'établir un niveau de base commun et de sélectionner les meilleurs. Ici, la sociologie doit prendre le pas sur les seules théories de la justice, car la définition de l'école juste met en jeu des intérêts sociaux et des imaginaires politiques nationaux. Au fond, l'égalité méritocratique joue en faveur des plus doués, des plus travailleurs et des plus vertueux, et pour un sociologue, nul besoin d'être cynique pour savoir que ces mérites ont plus de chances de se trouver dans les groupes privilégiés. C'est sans doute pour cette raison que les enseignants sont si attachés au modèle méritocratique. Ils y ont triomphé et leurs enfants ont de grandes chances d'y réussir. À l'opposé, le principe de différence joue en faveur des plus faibles, comme une sorte d'assurance contre la chute de la relégation, mais leur voix est moins puissante car malgré leur nombre, ceux qui ont échoué à l'école ou qui anticipent leur échec se perçoivent comme non méritants, indignes et peu légitimes pour peser dans le débat scolaire. Ainsi, on pourrait jouer à interpréter les choix des critères statistiques et les débats pédagogiques à l'aune de la lutte des classes, les écarts de performance et les classes de niveau pour les vainqueurs, les niveaux de base et les classes homogènes pour les vaincus, la justice et l'utilité. Même si les diplômes sont bien symboliques, des biens de salut, il faut aussi admettre qu'ils servent à quelque chose, qu'ils ont une utilité sociale. Dans cette dimension-là, il ne s'agit plus de raisonner en amont de l'école au sujet de l'effet des inégalités sociales sur les inégalités scolaires afin d'assurer le mérite, mais de raisonner en aval au sujet de légitimité et de la justice des effets des inégalités scolaires, fussent-elles justes sur les inégalités sociales. Imaginons une situation dans laquelle l'utilité privée des diplômes soit extrêmement inégale, bien que leur attribution soit purement méritocratique. Ceux qui obtiennent les diplômes les plus élevés et les plus rares acquièrent des sortes de rentes de domaines réservés, alors que ceux qui obtiennent les diplômes les moins élevés, mais qui leur ont cependant coûté du temps et de l'argent, qu'ils n'ont pas gagné en faisant des études, se découvrent payés en monnaie de singe. Cette situation n'est pas totalement inimaginable dans un pays où les grandes écoles ont conquis des quasi-monopoles sur les positions sociales, les plus prestigieuses et les plus rémunératrices, alors que les élèves, les moins diplômés, mais qui ont cependant quitté l'école à l'âge de 20 ans, acquièrent des diplômes qui ne valent guère sur le marché du travail, même si l'on admet ce qui n'est pas le cas, que ces diplômes sont distribués de manière juste, conformément à l'égalité des chances et au mérite. Cette situation n'est pas juste. Autrement dit, s'il est juste qu'un système scolaire distribue des utilités, il n'est pas juste que l'utilité des biens scolaires
distribués soit par trop inégalitaire. Soit pas trop inégalitaire. On ajoutera qu'une telle situation a toutes les chances d'entraîner une perte de confiance dans l'école puisque pour beaucoup, le jeu n'en vaut pas la chandelle. On peut pousser le raisonnement d'un cran en se demandant quel doit être le niveau d'emprise du diplôme sur l'entrée dans la vie professionnelle. Généralement, les acteurs scolaires ne se posent pas cette question et n'aiment pas qu'on la pose. C'est juste que la compétition scolaire annule ou atténue les effets de la naissance sur la distribution des individus dans la hiérarchie scolaire. Est-il juste que la hiérarchie scolaire commande totalement celle des positions sociales? On peut poser cette question en termes de cap- capacité, à l'instar d'Amartya Sen. Si l'on considère que la sélection scolaire ne retient qu'un type de compétences et de mérites, ignorant et dévalorisant les compétences, les projets et les dispositions que les individus peuvent manifester dans d'autres registres que ceux des épreuves scolaires, le mérite scolaire prive les individus de la reconnaissance des capacités et des compétences que l'école ignore, comme l'habilité manuelle, l'invention ou la sociabilité. On conviendra alors qu'une école juste serait une école capable d'autolimiter sa propre emprise sur la hiérarchie sociale afin que les vaincus de la compétition scolaire organisée sur le principe du mérite ne soient pas totalement handicapés par leurs échecs. En somme, on peut imaginer qu'une école juste permettrait aux épreuves sélectives de se rejouer après l'école. Or, ce n'est guère le cas quand on observe que la formation professionnelle permanente ou en cours d'emploi est le plus souvent réservée aux plus diplômés. Un système de sélection est d'autant plus juste qu'il permet aux compétiteurs à l'école comme dans le sport de rejouer les épreuves. L'école a souvent tendance à considérer que les jugements scolaires sont définitifs et que les performances précoces déterminent la totalité du parcours. Tout sociologue un peu expérimenté peut prédire la carrière scolaire et sociale d'un élève quand il connaît sa situation scolaire à l'âge de 15 ans ou 16 ans. Les parents le savent aussi quand ils choisissent le plus soigneusement possible les écoles enfantines sous prétexte que tout se joue avant 16 ans. Si les sociologues ne sont pas si les sociologues ne se sont posés ces questions que de manière tardive et assez marginale, c'est qu'ils ont longtemps partagé la confiance commune dans l'éducation, et notamment dans l'idée que celle-ci produisait une utilité collective à travers le développement du capital humain. Certes, cette confiance est peu contestable sur le fond, mais il n'empêche qu'il y a fatalement une certaine distance entre les utilités collectives et les utilités privées et que le capital humain produit par l'éducation n'est pas nécessairement investi là où il est le plus utile pour le bien commun. Prenons un cas réel. Les études de médecine sont construites sur un principe méritocratique et sont financées pour une grande part par la collectivité qui en attend un bénéfice commun. À la fin de leurs études, les médecins, les mieux classés au concours, choisissent leur spécialité. Ils préfèrent, souvent au nom de leur utilité privée, des spécialités financièrement intéressantes et peu contraignantes et s'installent sur le Côte d'Azur plutôt que dans le Berry. En dépit d'une formation payée par leur collectivité au nom d'une utilité sociale collective, des spécialités indispensables à l'ensemble de la société sont progressivement abandonnées. À terme, selon le même raisonnement, les médecins sont nombreux et compétents dans les grandes villes et près de la Méditerranée, alors qu'il en manque dans les régions rurales du centre de la France. Si les études étaient payées par les étudiants,
Il n'y aurait rien à redire au fait qu'un coût privé engendre une utilité privée, mais l'essentiel du coût des études étant pris en charge par la collectivité, force est de se poser la question suivante. La distribution des investissements collectifs et des bénéfices privés est-elle équitable? Du point de vue technique, les économistes savent que le problème est délicat, car il est difficile de distinguer les utilités collectives des utilités privées dans la formation du capital humain. Mais on peut au moins se demander qui paye les études et qui gagne dans les études. Par exemple, on observera en France que les études réservées à l'élite scolaire sont sensiblement plus chères que les études des élèves les moins bons. Si nous étions dans un système purement méritocratique, il n'y aurait rien à redire à cela. Mais comme les meilleurs élèves sont aussi les plus favorisés d'un point de vue social, on peut avoir le sentiment qu'en dépit du système de bourse et des politiques de compensation comme les ZEP, les études les plus rentables sont réservées aux plus favorisés alors qu'elles sont payées par tous. Autant il serait injuste et totalement contraire au principe méritocratique que les études soient payantes et donc réservées aux riches. Autant leur gratuité n'est pas forcément juste. Il se peut que cette gratuité masque un mode de redistribution à l'envers dans lequel les moins favorisés scolairement et socialement financent les études des meilleurs, qui sont aussi les plus favorisés socialement. Discrimination positive ou empowerment en anglais, empowerment. Si l'on refuse la réponse libérale selon laquelle les études sont des biens privés dont on pourrait compenser les inégalités initiales par des chèques éducation, débouchés, il faut néanmoins sortir du cercle selon lequel l'égalité scolaire est essentiellement produite par l'égalité de traitement. On est alors invité à s'engager dans des politiques de discrimination positive dans la limite. On le sait, tient à ce qu'elles peuvent mettre en cause le principe d'égalité méritocratique qui est la clé de voûte de notre système de justice. Là encore, nous sommes condamnés à concilier des principes antagoniques. Porté à son paroxysme, le principe de discrimination positive, conçu comme l'inégale répartition des offres scolaires, érode le principe méritocratique, en réservant les places en fonction des origines sociales et culturelles. Il vise, il vise une équité collective, mais ce peut être au prix d'une injustice individuelle. Rappelons à ce propos que les moyens sur lesquels raisonnent les sociologues n'effacent jamais la distribution gaussienne des performances individuelles. En effet, si les enfants des cadres ont en moyenne de meilleurs résultats que les enfants des ouvriers, cela n'empêche pas que certains enfants de cadres soient scolairement faibles et que les enfants d'ouvriers aient d'excellents résultats. Aucun individu n'étant parfaitement réductible à sa position sociale, eh bien, des positions étant très ambiguës dans un système de discrimination positive. Les premiers seraient pénalisés alors que les seconds seraient privilégiés. Cette difficulté vient du fait que la politique de discrimination positive, juste dans son principe, concerne des collectifs et oblige les individus à s'identifier à ces collectifs. Comment définir ces collectifs par leur revenu, leur race, leur sexe? Doit-on obliger les individus à s'identifier à une communauté dans les sociétés démocratiques composées d'individus libres et égaux? Les collectifs sont constitués d'êtres singuliers, les parcours scolaires sont spécifiquement et seuls les moyens statistiques sont macrosociaux. Sur le plan pratique, le problème est fort délicat. Un noir riche est-il noir ou riche? Un blanc pauvre est-il blanc ou pauvre? Un enfant de cadre d'employé appartient-il au monde des cadres ou à celui des employés? Tous les individus situés à ces frontières
risquent alors de bénéficier d'avantages illégitimes ou bien d'être lésés. Le cas des États-Unis montre que toutes ces interrogations sont loin d'être strictement théoriques, sans compter le fait que le groupe bénéficiant de la discrimination peut se sentir stigmatisé et soupçonné de manquer de mérite. Pour échapper à ces difficultés, on peut choisir de cibler les politiques de discrimination positive sur les individus et de soutenir par des moyens exceptionnels les élèves issus de milieux défavorisés et qui méritent d'être encouragés, en raison de leur mérite justement. Ici, le modèle de justice est celui de l'empowerment et des capacités. On doit permettre à chacun de réaliser ses propres projets et de construire la vie qu'il trouve désirable en neutralisant le plus possible le poids des inégalités sociales. Aussi, le bon élève d'une école et d'un quartier défavorisé doit pouvoir aller dans un établissement prestigieux en bénéficiant de bourses et de soutien spécifiques. L'égalité et la méritocratie sont alors combinées de manière satisfaisante. Mais cette politique risque de heurter un des principes de justice que nous avons évoqué plus haut, celui de l'égalité de base. Si tous les bons élèves du quartier défavorisé quittent leur établissement, s'ils sont tous regroupés dans une bonne classe, la situation de leurs camarades se dégradera nécessairement et l'on abandonnera le projet d'une égalité de base ainsi que les objectifs d'une discrimination positive visant à élever globalement le niveau des plus favorisés. Là encore, entre le niveau moyen et la promotion des meilleurs, les principes de justice sont contradictoires et ont des conséquences opposées. Les limites de justice, les limites du juste. Tous les raisonnements de justice tous les raisonnements de justice que nous venons d'exposer sont globalement construits en termes d'utilité et de répartition équitable des utilités scolaires par l'égalité des chances. La définition du niveau des égalités de base, la distribution des utilités collectives et des utilités individuelles, etc. Mais on ne peut pas réduire l'éducation scolaire à cette dimension-là. Car, pour reprendre le mot de Durkheim, la socialisation scolaire est une éducation morale. Elle transmet des cultures et fabrique des subjectivités. Du temps des écoles chrétiennes et de l'école républicaine, cette vocation scolaire était même considérée comme essentielle. La question de la justice ne saurait donc englober la totalité des problèmes scolaires. Une école parfaitement juste ne serait pas nécessairement une école parfaitement bonne. Une école qui battait les élèves, qui les humilierait, qui les abrutirait, une école où l'on apprendrait bêtement des choses stupides, une école où les élèves seraient violents pourrait être relativement juste et pourtant elle ne serait pas une bonne école. La sortie du problème de la justice s'opère autour de deux grandes interrogations que l'on peut simplement évoquer. La première est de savoir quel type de sujet social fabrique l'école indépendamment des performances des élèves. Parmi l'ensemble, quasi infini, des connaissances possibles, quelles sont celles que choisissent les systèmes éducatifs? Comment les curricula doivent-ils être arbitrés entre les apprentissages pratiques et les apprentissages théoriques? La confiance et l'estime de soi des élèves sont-elles considérées comme des valeurs essentielles indépendantes de leurs résultats? L'établissement scolaire est-il un espace civique ou un simple lieu de transmission de connaissances? Les élèves ont-ils des droits ou en sont-ils privés? Toutes ces questions, et bien d'autres encore, débordent la seule préoccupation de la justice scolaire. En fait, elle rappelle que si nous sommes fondamentalement égaux, c'est parce que nous sommes également libres et parce qu'il est juste et bon que l'éducation forge cette liberté. Une école qui nierait cette liberté ne serait ni juste ni bonne.
Et ce n'est pas parce que les sociologues ont du mal à objectiver cette dimension qu'ils doivent faire comme si elle n'existait pas. Supposons que l'école de la Corée du Nord soit parfaitement juste. Nous aurions un peu de mal à en faire un modèle désirable parce que la liberté y est totalement sacrifiée à l'égalité. Le second type d'interrogation concerne la nature des processus qui président aux politiques scolaires. Les choix relatifs au principe de justice arbitre entre les choix relatifs au principe de justice arbitre entre les intérêts sociaux con- des intérêts sociaux contradictoires. Comment se font ces arbitrages? Il n'est pas exclu que ma sensibilité à ce problème vienne du fait que tout se passe comme si l'école appartenait aux classes moyennes et plus encore aux corporations qui vivent de l'école et qui ont une sorte de monopole sur la décision. Depuis 30 ans, l'histoire des politiques scolaires est celle de l'échec. Des réformes qui, venues de droite ou de gauche, pourraient en rompre des équilibres particulièrement favorables aux groupes sociaux qui profitent le plus nettement des injustices scolaires. Le fait que dans d'autres pays, ce sont les entrepreneurs qui mènent le jeu ne change rien à l'affaire. La question reste entière. À qui appartient l'école? Dans une société démocratique, une école juste ne saurait, ne saurait être construite par des processus politiques échappant à la démocratie. Et comme les choix de justice sont toujours des arbitrages complexes, la légitimité de ces derniers participe de la justice scolaire elle-même. Ici, la sociologie de l'éducation devient une sociologie politique. Comment en haut dans les parlements et dans les ministères, et en bas dans les établissements et dans les classes, se prennent des décisions de justice. S'il est clair que l'on doit sortir de l'idée selon laquelle la stricte égalité devant l'école produirait une pure égalité méritocratique, on ne peut perdre de vue quelques constats essentiels. On ne peut perdre de vue quelques constats essentiels. Dans la plupart des pays, l'égalité de l'offre scolaire n'est pas réalisée, cette offre restant moins bonne pour les moins favorisés. Il faut donc assurer les conditions de l'égalité méritocratique. Cette égalité méritocratique pouvant à son tour produire des inégalités illégitimes, quel doit être le niveau de connaissance et quel doit être le niveau de connaissance et des compétences de base garanties à tous les élèves et surtout aux plus faibles d'entre eux. Quels sont les écarts de performance acceptables? Comme les biens scolaires sont des biens socialement utiles en termes collectifs et en termes privés, il faut arbitrer entre ces deux registres afin que l'utilité des diplômes soit relativement assurée pour tous et que les politiques scolaires concourent à un transfert des richesses et des compétences des plus favorisés vers les moins favorisés. Ces transferts appellent des politiques de redistribution, mais le niveau de discrimination positive et les cibles visées par cette politique doivent être soigneusement mesurés. La discrimination positive doit être pondérée par une politique de capacité centrée sur les individus jusqu'au point où elle renforcerait les inégalités interindividuelles. Enfin, le souci du juste ne peut faire oublier que l'école est tenue de produire des individus et des sujets démocratiques, au-delà de la seule utilité de la distribution des biens scolaires. Même si l'on considère que l'égalité des chances méritocratiques est au cœur des principes de justice, ce postulat est loin d'être homogène et ouvre sur des principes contradictoires, nous plaçant dans un espace tragique. Et comme nous ne pouvons pas vivre de manière tragique, il faut accepter que la justice scolaire soit essentiellement définie comme un effet de composition normative empruntant à plusieurs espaces
de philosophie de la justice. Qu'ils le veuillent ou non, les sociologues mettent en jeu des points de vue normatifs en établissant leurs données et leurs analyses. Le plus souvent, sans même le savoir, ils adoptent seulement la norme d'une égalité pure et parfaite, celle d'une méritocratie accomplie. Or, ne pensons l'avoir montré, ce point de vue n'est pas le seul et l'on doit en introduire d'autres intégrant l'égalité de base et l'égalité des résultats, l'utilité collective et l'utilité privée, les moyens et les parcours singuliers, etc. Cette multiplicité des points de vue n'efface pas les perspectives critiques, mais elle conduit pour le moins à les multiplier et à accepter le caractère tragique des principes de justice. La critique peut être aiguë tout en restant modeste, car les apories de l'égalité méritocratique montrent que l'on ne peut guère gagner sur tous les tableaux et que l'école juste est surtout l'école la moins injuste possible. Bien que l'intérêt pour la justice scolaire appelle une posture normative et critique, celle-ci ne peut pas être surplombante et absolue, dénonciatrice, ignorant les traditions éducatives nationales, les intérêts et les choix des acteurs au nom d'une justice pure dont on peut penser qu'elle est même une sorte d'illusion. Il est probable que la plupart des pratiques éducatives soient relativement ambivalentes, juste sur certains points, injustes sur d'autres. De la même manière, on peut penser que les indicateurs statiques permettant de cerner les diverses dimensions des principes de justice scolaire ne sont pas tous congruents, même si les enquêtes internationales montrent que les systèmes les plus efficaces sont souvent les plus justes. Admettre la dimension tragique des principes de justice n'invite ni à la critique hautaine et radicale, dévoilant systématiquement les pièges et les illusions des politiques publiques, ni au renoncement devant des faits trop complexes pour des principes trop purs et trop exigeants. Dans la mesure où les principes de justice sont toujours indexés sur les intérêts sociaux, la construction d'une école plus juste exige souvent davantage de courage pratique et politique qu'il n'en faut pour dresser des réquisitoires si radicaux qu'ils conduisent souvent à refuser les épreuves de l'action, et pour examiner ses propres conduites dans le champ scolaire en tant qu'enseignant, élève ou parent d'élèves. إذا إلى هنا انتهي من هذه الحلقة. القادمة غادي يكون عندنا cinquième partie réformée. Cinquième partie réformée. Après غادي نبداو إن شاء الله في chapitre 11 adaptation aux réformes. Il y a chapitre 11. Après chapitre 12 pourquoi ne croit-on pas les sociologues. وأخيرا كاين conclusion. Donc il nous reste 2 chapitres plus la conclusion pour finir la lecture audio de ce livre. Salam alaikum.